Salut, c'est Simon, le CPO et cofondateur de Scrib et bienvenue dans ce nouvel épisode de Product Backstage. Deuxième saison, on est de retour, on a plein d'interviews de prévues avec des équipes produits. Product Backstage, c'est l'émission dans laquelle on va à la rencontre des équipes produits pour comprendre comment elles travaillent, mais aussi où elles travaillent. Alors cette fois-ci, on n'a pas pu aller où travaille cette équipe produit parce qu'elle est à Bruxelles, donc on a fait cet enregistrement à distance. À Bruxelles, il y a qui? Il y a Cycle. Cycle, c'est un outil de feedback system. Je suis allé rencontrer Mehdi, qui est cofondateur et qui s'occupe également du produit chez eux. On a parlé notamment avec Mehdi de la manière dont on fait du produit pour les équipes produits. C'est forcément une population un peu spécifique. Il y a des attentes spécifiques pour laquelle on a aussi une manière de collaborer qui est spécifique. Et donc on a parlé de tout ça. On a également parlé de l'importance des feedbacks, sujet qu'on connaît bien évidemment chez Scrib lorsqu'on construit un produit. Et puis on a parlé aussi de ses inspirations, de ses méthodes, notamment d'un manifeste sur lequel ils ont pu travailler chez Cycle, sur la bonne manière de faire du produit aujourd'hui. C'est un épisode qui est encore une fois très dense, dans lequel j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Un épisode lors duquel Mehdi a accepté de nous partager les coulisses de la manière dont ils utilisent leur propre outil pour construire Cycle. Donc j'espère que ça va vous plaire autant que cette discussion m'a plu. Et donc je vous souhaite un très bon épisode de Product Backstage. Salut Mehdi. Salut Simon, comment tu vas? Ça roule et toi? Ouais, ça va, la forme. Ravi de t'accueillir dans ce nouveau Product Backstage. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Déjà merci pour l'invitation, ça me fait plaisir de discuter produit avec toi. Du coup, moi je m'appelle Mehdi, je suis le cofondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle Cycle. Donc Cycle, c'est quoi? C'est un produit qui permet aux équipes de créer des systèmes de feedback et donc en gros de rassembler tous les feedbacks produits en un même endroit. On a commencé Cycle il y a 4 ans avec eFounders à Paris. On est une petite équipe de 10 personnes entre Paris et Bruxelles. Et du Toi, coup, t'es à Bruxelles, c'est ça? ouais. Du coup, t'entendras un petit peu l'accent. Et C'est pour ça qu'on le fait à distance plutôt que de se voir, mais ouais. Cool. ouais, c'est ça. Je suis un petit peu entre les deux en fait. Je suis une semaine sur deux à Paris, mais quand même encore. On a un bureau à Paris et à Bruxelles, donc on est vraiment entre les deux. Okay. Et du coup, moi en gros, j'ai grandi à Bruxelles. Je fais des études d'ingénieur. Et j'ai commencé ma carrière plutôt du côté technique comme data scientist. Et en fait, la petite histoire, c'est que je posais la question pourquoi un petit peu trop souvent. Donc j'ennuyais tout le monde. Et mon boss de l'époque, à un moment, m'a dit écoute Mehdi, en fait, il y a une fonction, ça s'appelle le produit. Je pense que tu vas kiffer. Tu vas parler aux utilisateurs, tu vas répondre à tes propres questions. Et il avait bien vu, en fait, je suis devenu PM comme ça. Et j'ai adoré, en fait, c'est à l'intersection entre business, technologie et design. Et donc, je suis resté PM, j'ai bossé dans quelques boîtes en Belgique, en Afrique du Sud. Et en fait, très vite, moi, si tu veux, la partie collaboration avec les designers et les devs, c'était assez naturel pour moi, comme je venais d'un background technique. Mais ce que j'ai trouvé assez difficile, c'était comment créer de la confiance avec les stakeholders et comment faire en sorte que ton produit soit pas perçu comme une boîte noire. Donc, je me suis beaucoup creusé la tête et j'ai eu beaucoup de challenges avec les outils en fait qui étaient à ma disposition pour faire ça, quoi. Et ce sur quoi j'ai atterri, en fait, c'est ce concept de feedback system, donc de système de feedback, et à quel point, en fait, le feedback, c'est un outil hyper important, pas juste, en fait, pour prioriser, mais aussi, en fait, pour créer de la confiance avec les stakeholders. Et donc, en fait, c'est dans le cadre de mon métier de PM que j'ai découvert un petit peu cette idée pour Cycle de créer un outil qui permettrait aux équipes de créer des systèmes de feedback scalables, quoi. Okay. Et donc, c'est ça qui m'a amené, il y a un petit peu plus de 4 ans, à contacter Thibaut Elzière d'eFounders pour essayer de collaborer sur ce projet. Donc, tu avais envie de travailler sur ce sujet du feedback et tu t'es dit, tiens, il y a eFounders qui travaillent sur des SaaS B2B, je vais les contacter pour voir si c'est un sujet qui peut matcher chez eux. Ouais, exactement. Et en fait, j'ai vu une annonce passer dans un bon timing. Thibaut Elzière a fait un tweet sur le fait qu'il commençait à explorer les problématiques produits et que les contours étaient pas encore hyper bien définis, mais que ça le chauffait de lancer un logiciel de product management. Et donc là, j'ai directement saisi l'opportunité, quoi. Ok. Si y a des gens qui nous regardent qui s'intéressent aux produits et à eFounders, le tout premier épisode de Product Backstage, c'était avec Alexandre Briclot qui s'occupe des sujets produits du coup chez eFounders. Donc je vous invite à retourner voir cette interview. Donc tu m'as là expliqué en gros comment tu en étais arrivé à t'intéresser au sujet
des feedback systems et à lancer ce qui est devenu Cycle. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus sur ce que fait Cycle aujourd'hui, qui utilise votre produit, c'est quoi un peu votre vision, parce que le sujet des feedbacks, tu vois, dans le dernier épisode, on avait quelqu'un de chez Atlassian qui a travaillé sur Jira Product Discovery. Donc, la manière dont on travaille sur les feedbacks, c'est un sujet qu'on connaît aussi chez Script. Du coup, tu vois, ça peut couvrir énormément de choses différentes. C'est quoi un peu voilà, votre vision et qu'est-ce que vous délivrez en fait dans Cycle aujourd'hui? Ouais, c'est une super bonne question. Mais déjà, du coup, donc pour nous, c'est quoi un système de feedback? C'est un système qui va vraiment rassembler tous les feedbacks en un même endroit. Et donc tous les feedbacks, ça veut dire de plein de sources différentes. Donc ça va être des outils de survey comme Scribe ou Typeform ou d'autres, mais ça va aussi être des tickets de support, des interviews utilisateurs, des call sales, etc., etc. Donc pour nous, un bon système de feedback, il doit être exhaustif et on doit réussir à amener en un même endroit ces différents types de sources qui incluent en fait des sources plutôt ce qu'on appelle d'inbound, donc de l'inbound feedback. Donc c'est des utilisateurs ou des équipes customer facing qui partagent proactivement du feedback à l'équipe produit. Et puis plutôt outbound, ça c'est plus Scribe, aller faire des surveys, du NPS, des surveys de churn et des user interviews. Et donc nous, Cycle, en fait, on va centraliser ces deux types de feedback en un même endroit. Et puis en fait, on va faire trois choses avec ces feedbacks. La première, c'est qu'on va permettre aux équipes produits d'en dériver des insights et donc de sentir un petit peu quels sont les besoins des utilisateurs. Donc on appelle ça le customer voice. Et donc les équipes vont créer des rapports de customer voice avec Cycle et comprendre un petit peu quels sont les besoins, quelles sont les tendances. Le deuxième use case, c'est qu'on va utiliser le feedback comme outil qui permet à l'équipe produit d'avoir plus d'empathie et du coup de shipper des fonctionnalités qui sont meilleures. Et en fait, dans Cycle, à chaque fois que tu commences à bosser sur une feature, en fait, tu auras accès à une série de verbatim utilisateurs et on va faciliter ce process d'aller récupérer en fait des quotes d'utilisateurs. Et donc, en fait, quand tu commences à bosser, tu as directement plein de contexte qui est difficile d'obtenir sans un outil comme Cycle. Et le troisième point, en fait, qui est assez contre-intuitif, je pense qu'on est vraiment les seuls à être obsédés par ça, c'est vraiment l'idée que le feedback, en fait, n'est pas juste un outil de priorisation, mais surtout un outil de création de confiance. Et donc, en fait, si tes utilisateurs et tes équipes customer facing, elles sont en confiance dans le fait qu'elles peuvent te partager du feedback, qu'elles seront écoutées et surtout qu'elles auront de la visibilité sur le progrès par rapport à ce que tu fais en lien avec le feedback, en fait, ça crée un engagement de ouf. Et ça, Ouais, comment est-ce c'est qu'on le pas fait? juste Ouais, je partage dans une inbox un peu boîte noire et après je sais pas ce que ça devient et ça devient jamais rien et on n'écoute jamais. Tu veux que ça devienne vraiment exactement. un outil de communication et donc de confiance, comme tu dis, dans les organisations, quoi. C'est ça, ouais, un outil de communication. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça? C'est que pour nous, ce qui est critique dans un bon feedback système, c'est d'informer les gens qui prennent la peine de donner du feedback, au moins quand tu as shippé quelque chose en lien avec ce qu'ils t'ont demandé. Et ça, c'est un truc de ouf que j'avais quand j'étais PM, mais je regardais les surveys de churn. Et parfois, je voyais des utilisateurs churner en expliquant que ça faisait 6 mois qu'ils attendaient une feature et qu'elle était toujours pas là. Et du coup, ils allaient chez la concurrence. Mais en fait, la feature avait shippé. C'est juste qu'il n'y avait pas de système en place Ouais. pour les Ouais. informer. Et ça, en fait, ça me rendait fou et ça arrive tout le temps, même avec les sales, avec les customer success. Et donc, nous, avec Cycle, on te permet de closer la boucle à chaque release et donc de revenir vers toutes les personnes qui t'ont donné un feedback en lien avec une feature qui a été shippée. Et ça, en fait, les customer success, ils adorent. Les sales, ils adorent ça aussi parce que ça débloque un nouveau use case qui est le product-led sales. Donc, si tu veux, à chaque release, il y a énormément de potentiel de revenus. Si tu es capable de revenir vers tous tes deals que tu as perdus à cause de l'absence d'une feature pour les réouvrir et les informer de ce qui a été shippé. Et donc, nous, on bosse beaucoup sur cette problématique-là, quoi. Donc ça veut dire que dans une boîte, tout le monde peut être concerné par la matière qui est manipulée dans Cycle, mais quand même vos users, c'est l'équipe product. C'est pas, je sais pas, un customer success, il n'a pas son compte Cycle, il vient plutôt alimenter en fait ce système et il reçoit quelques semaines après une notif que son truc a été pris en compte et que même potentiellement shippé, quoi. Mais il vient pas, lui, vraiment manipuler l'outil. Votre cible, c'est les équipes product. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'était en effet notre hypothèse initiale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu de plus en plus surtout des customer success et un petit peu des sales,
commencé en fait à utiliser Cycle à tel point qu'aujourd'hui, 70% de notre user base active, ce sont des utilisateurs qui sont pas en produit. Et en Ok. fait, si tu veux, les customer success commencent à utiliser Cycle pour, dans Cycle, aller partager leur feedback, documenter leurs interviews, et aussi en fait aller chercher de la visibilité sur, bah, tiens, quel est le statut sur Mm. les feedbacks de tel client, etc. Donc c'est vrai que les customer success et les sales interagissent beaucoup avec Cycle via les intégrations, donc Ok. Slack, Intercom, Ouais. HubSpot, mais de plus en plus, en fait, ont un compte Cycle et vont dans Cycle. Et je pense que c'est un bon point d'entrée sur ben, un des principes qui sont importants pour nous. En fait, il y a vraiment trois principes dans notre vision. Et le premier, ben, c'est celui-là, c'est que pour nous, le product management, en fait, c'est pas réservé au product manager. Et c'est hyper important, en fait, de le rendre le plus inclusif possible. Et dès le début, on avait un petit peu cette analogie avec Figma, où ils ont vraiment été excellents pour créer un outil, pas pour designer, mais pour le design. Et donc, en fait, dans Figma, les Mm. acheteurs sont les designers, mais au final, les customer success, les products, les devs dérivent énormément de valeur de Figma. Et nous, en Ouais, fait, puis on là, on le veut voit faire un avec petit toutes les peu, ouais, annonces qu'ils ont fait récemment, il y a beaucoup de choses qui sont tournées développeurs, effectivement. Donc, l'usage s'étend exactement. dans les boîtes, ouais. Ouais. C'est ça. Et donc, en fait, ils ont compris que le design, c'était aussi une discipline multifonctionnelle. Et le product management, ça l'est encore plus. Et donc, pour nous, on peut pas créer un logiciel juste pour product, en fait. Comme c'est tellement multifonctionnel, si tu crées un logiciel pour product, tu es obligé de t'intéresser à ces autres verticales, le design, le dev, le product marketing, les customer success. On en parlera plus tard, ça amène de la complexité dans la conception du produit, Mm. mais c'est une conviction forte qu'on a. Euh, la deuxième conviction, c'est que en fait, il y a autant de manières de faire du produit qu'il y a d'équipes produits. Et c'est lié un peu à la nature multifonctionnelle. Les PM, ils sont obligés de s'adapter au contexte dans lequel ils arrivent. Les sales, ils travaillent tous de manière différente. Les équipes dev, elles s'organisent de manière différente. Et donc, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que il n'y avait pas de one size fits all en product management. Et du coup, ben, dans la manière dont on a conçu le logiciel, on a imaginé Cycle comme un outil no-code très flexible qui peut s'adapter un peu à n'importe quelle typologie d'équipe produit. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, on en a un petit peu parlé avant, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Mais c'est le feedback comme outil de création de confiance plus que comme outil de priorisation. Et ça, en fait, on pense que c'est indispensable parce que quand tu penses aux sales et aux customer success, si tu leur demandes de te donner des inputs, de prendre le temps de te donner des feedbacks, mais que tu leur donnes aucune valeur en retour, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? À un moment, ils vont arrêter parce que ça va juste leur faire perdre du temps. Et du coup, ce qu'on voit dans les feedback systems qui ont pas ce chemin de communication de retour, en fait, ben, c'est que les équipes customer facing arrêtent de jouer le jeu à un moment et en Mm. fait, même le principal objectif de priorisation, il n'est pas atteint parce qu'on reçoit plus suffisamment de volume et de qualité de feedback. Donc ça, c'est un petit peu les trois principes qui nous guident chez Cycle. Ok, intéressant parce que clairement vous êtes sur un sujet sur lequel il y a d'autres acteurs. Tu vois, je te disais qu'on a Ouais, reçu voilà Jira dans le dernier numéro, puis il y en a d'autres voilà qui sont très ouais. connus aussi. Euh, Tu dirais vraiment que c'est notamment cet axe création de confiance sur lequel vous misez beaucoup pour vous différencier sur un marché sur lequel il y a pas mal d'autres acteurs? Ouais, clairement. Je pense que c'est vraiment les trois. Hein. C'est Ouais, feedback comme création de confiance. On est les meilleurs sur le marché là-dessus. Euh, un outil pensé avec des bases no-code. Donc, ça veut dire qu'il s'adapte à n'importe quelle typologie d'équipe produit. beaucoup Et de trois, flexibilité, quoi. un outil qui met la collaboration au cœur de tout. Donc, je pense Ok. dans les outils concurrents, il y a très, très peu d'utilisateurs actifs qui sont en dehors de la fonction produit. Mm. Et nous, on pense, et là, c'est un point philosophique, hein, je suis curieux d'avoir ton avis d'ailleurs là-dessus, mais que le product management ne peut pas se faire en silo. Tu vois, Mm. moi, je crois pas qu'on puisse avoir des PM entre eux qui font du product management dans leur outil, Ouais, bien sûr. tu vois, de façon isolée des autres fonctions. Et donc, je pense que la collaboration dans un outil pour product doit vraiment être au cœur de tout. Ouais, bah, Ouais, c'est un truc qu'on a observé chez Scrib aussi, où en fait, on a naturellement, nous, enfin, comme vous, l'équipe numéro un, tu vois, qui commence à s'équiper, c'est d'abord une équipe product, mais en fait, hyper naturellement, ils vont inviter leurs collègues d'autres équipes. Alors chez nous, on voit beaucoup le marketing et le customer success, parce que c'est aussi des équipes qui
ont un besoin lié à leur métier, tu vois, de pouvoir collecter et analyser du feedback. Et ouais, on a observé ça naturellement. Et c'est du coup, nous, dans les demandes, tu vois, qui nous sont faites aussi, tu vois, de features, il y avait beaucoup pendant longtemps je veux pouvoir mieux gérer mes droits utilisateurs. Parce que typiquement, nous, on a une particularité, c'est que les actions que tu peux mener dans Scribe, elles peuvent être visibles de tes utilisateurs parce que tu vas leur afficher un sorbet dans leur parcours. Et il y a quand même un besoin de pouvoir contrôler qui interroge qui, à quel moment, tu vois, pour pas que ça devienne la foire à la saucisse dans Ouais. ton produit, tu vois. Parce Ouais, que, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que le produit peut pas juste aller implémenter ses surveys n'importe comment ouais, sans concerter en fait les customer success et pour inversement. s'assurer, ouais, et Tu inversement, vois. ouais, c'est vrai, Ouais, ouais, ouais. ouais, Donc, il y a eu cette demande, effectivement, assez vite de pouvoir bien collaborer et contrôler, tu vois. Et c'est intéressant parce que nous, on était à 1000 km de penser ça, tu vois, mais il y a des sujets un peu de gouvernance qui ressortent du coup sur, bah, à un moment donné, il faut que quelqu'un tranche. Et cette gouvernance, ouais, effectivement, on a besoin de faire un produit qui s'adapte aux différentes organisations parce que la personne qui décide, parfois, ça va être quelqu'un du product, quand tu vas vraiment product manager, plutôt parfois quelqu'un de product marketing, parfois quelqu'un du marketing. Enfin, voilà, ça peut varier en fonction des ouais. organisations. Ouais. Ouais, Ouais, clairement. ça me parle beaucoup et on voit la même chose chez Cycle. Et c'est une difficulté de construire un logiciel pour product, c'est que tu es obligé de construire un logiciel collaboratif, Mm, multiplayer, mm. avec toute la complexité que ça implique, comme tu as dit, les droits, la gestion des droits, avoir différents rôles. Donc, Ça ouais, m'intéresse tiens, qu'on creuse un peu cette partie-là parce que, tu vois, dans Product Backstage, je reçois des gens qui font du product pour différentes cibles, tu vois, et là, c'est du product pour du product. Même si clairement, tu as une partie importante de ta base utilisateur qui n'est pas une équipe produit, mais n'empêche que ça reste le cœur de ce que vous faites, de la donnée permettant de faire évoluer l'expérience des utilisateurs finaux. Même s'il y a plusieurs métiers différents qui interviennent dessus, quoi. Toi, tu as ouais, été PM du coup dans d'autres boîtes avant qui n'avaient pas une cible product. Qu'est-ce ouais, que ça change d'après toi de travailler pour cette cible particulière? Parce que là, tu m'as évoqué le ouais. fait qu'il faut que ce soit multiplayer, le plus de flexibilité possible. Et pour toi, c'est quoi les grandes différences quand on fait un Hmm, produit pour des produits, pour des gens qui ont une fonction produit, versus faire des produits pour d'autres cibles? ouais. Ben, le premier point, c'est en effet ce dont on a parlé. Hein. Je pense que c'est la nature multifonctionnelle du rôle fait que tu dois avoir de la collaboration, tu dois avoir de la flexibilité et tu dois avoir cette notion de rôle et être conscient des métiers en fait autour du produit. Mais je dirais le deuxième point aussi ça m'a pas surpris, mais ça s'est avéré encore plus dur que ce que je pensais. C'est que ben, les products, c'est pas des avocats ou des comptables ou des médecins, c'est des experts du logiciel. Ouais. Ouais. C'est des experts du logiciel, ils ont l'habitude d'utiliser des produits de ouf, de très très grande qualité, et donc les attentes, elles sont énormes. Et donc en fait très vite, ça m'a fait réaliser que surtout quand tu crées un logiciel pour des products, l'ère du MVP, du minimum viable product, pour moi, elle est finie. En fait, ce qu'il faut, c'est, j'aime bien ce concept popularisé par First Round Capital. Ils ont écrit un article sur le concept de MLP, minimum lovable product. Et en gros, c'est Gianna Zhang qui explique dans cet article que, en fait, si tu sers de la pizza brûlée à quelqu'un pour essayer de tester si ils ont un besoin en termes de pizza, en fait, tu valides pas s'ils ont envie de pizza ou pas, tu valides juste qu'ils n'aiment pas la pizza brûlée. Et je trouve que c'est une analogie intéressante, c'est que je pense quand tu crées un logiciel pour des products, si tu fais un petit prototype rapide de qualité médiocre et que t'as pas d'engagement, bah, ça veut pas dire que tu résous pas un bon problème. Ça veut peut-être juste dire que ton prototype, ben, la qualité, Mm. elle est pas là, quoi. Et donc, ça mène à beaucoup de challenges parce que du coup, ça veut dire que la qualité, donc les utilisateurs sont intransigeants sur la qualité, mais donc ça veut dire que tu dois faire beaucoup de compromis sur le scope, tu vois, et donc être très très intentionnel sur ben, quelle est une première version du produit avec un scope suffisamment grand pour couvrir un vrai besoin. Et donc, ouais, c'est plein de challenges de priorisation, mais je dirais, ouais, cette notion de qualité et du fait que le MVP ne fonctionne plus, qu'il faut créer des MLP,
Alors, en tout cas, nous, chez Cycle, ça nous a donné du fil à retordre. Est-ce que ça veut dire, d'après toi, que c'est plus coûteux de faire un produit pour des équipes produits parce qu'il y a ce niveau d'exigence, parce qu'il faut, tu sors pas un truc un peu bâclé rapidement, mais tu as besoin de passer du temps à avoir une première version lovable et donc, tu vois, qui soit évidemment qui fonctionne, qui soit suffisamment riche, qui soit souvent aussi bien designé, tu vois. Est-ce que pour toi, ça veut dire que maintenant, ça coûte plus cher de faire du logiciel qu'à une certaine époque? Ouais, je pense. En effet, ouais, ça prend plus de temps, ça demande plus d'efforts d'arriver à un niveau euh, où des utilisateurs sont prêts à donner une chance à ton logiciel, quoi. Donc, je pense qu'il y a clairement une problématique de coût. Et dans ce contexte-là, une problématique de priorisation. Ça veut dire, ben en fait, si la meilleure manière de shipper plus vite, c'est de shipper moins, si la qualité reste constante. Et donc, il faut être très intentionnel sur la séquence dans laquelle tu shippes quelle fonctionnalité, quoi. Mmh. Nous, c'était Mmh. une erreur qu'on a faite chez Cycle, du coup, d'avancer de façon trop horizontale vers la vision et du coup de shipper plein de table stakes en parallèle de différenciateurs. Et donc, le fait de pas être assez intentionnel dans la priorisation, ça peut jouer des tours. Donc, je dirais que c'est une combinaison de ces deux choses. Ouais. Ok. Est-ce que pour toi, il y a des avantages particuliers à travailler sur un outil qui va être utilisé par ces équipes product qui ont ce niveau d'exigence, cette connaissance, tu vois, des différents outils disponibles et qui sont très attachés au travail de qualité parce que c'est leur boulot au quotidien? Est-ce qu'il y a des avantages particuliers à travailler sur un logiciel pour eux? Ouais, j'en vois deux. Je pense qu'il y a de base un aspect inception qui est assez cool. Quand tu construis un produit pour product, ben évidemment on utilise notre propre produit pour le construire. Et en fait, ben, non seulement c'est hyper amusant et ça permet d'attirer des chouettes talents parce que c'est motivant de construire un logiciel sur une problématique que tu comprends, et un logiciel que tu peux utiliser. Mais en plus, ça a un avantage qui est que ça crée de l'empathie pour l'utilisateur. Donc de base, nous tous les jours, si on a un bug ou si il y a un aspect de l'expérience utilisateur qui est pas ouf, en fait, on est les premiers à être frustrés et ça nous pousse à construire un logiciel excellent avec empathie. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Donc on a de l'empathie pour nos utilisateurs de base, parce qu'on est proche d'eux, on leur ressemble. Et le deuxième point, ben, c'est le point inverse. Eux ont de l'empathie pour nous. Nos utilisateurs, Ouais. ils ont le même métier que nous. Et donc, ben, la manière dont ils vont nous donner du feedback, c'est toujours avec beaucoup d'empathie. C'est du feedback de grande qualité. Tu sais, quand ils nous reportent un bug, ils vont nous faire les steps to reproduce. Ils vont nous mettre un petit loom. Ils vont nous expliquer la version. Ils vont nous expliquer Ouais. la version de Chrome dans laquelle ils ont eu le bug. Et ça, c'est quand même, c'est vraiment agréable. Combiner cette empathie d'un persona qui nous comprend combiné avec leur niveau d'exigence, ben, en fait, ça nous aide au jour le jour réellement à Hmm. construire un produit extraordinaire. Sur ton deuxième point, je suis d'accord sur les deux, mais sur le deuxième, je trouve que ça se matérialise aussi par leur niveau de disponibilité. Quand tu les Ouais, sollicites, tu vois, pour une interview, pour un user test, pour une bêta, je suis moi toujours agréablement surpris, tu vois, je m'en lasse pas ils sont toujours hyper chauds, partants pour prendre du temps. Et puis, ouais, les discussions sont de qualité, elles sont riches, elles sont détaillées, tu vois. Nous, elles nous font avancer hyper vite, tu vois. Donc ça, c'est cool, effectivement, ouais. Non, d'avoir comme ouais, empathie, ouais. cette disponibilité, c'est cool. En fait, Mm. on est les products, on est pour la plupart des early believers, enfin des early adopters, pardon. Tu vois, on Mm. aime parce que ça fait partie de notre métier. En fait, je pense que quand tu es en produit, ça, c'est ton devoir de rester à la page de qu'est-ce qui se fait de nouveau, c'est quoi les Tester, tendances. ouais. Et donc, en fait, on adore tester des nouveaux outils, donner du feedback. Et ça, c'est génial. Et aussi, je rajouterai un point, c'est les interviews sont de qualité parce que on a un vocabulaire commun. Tu vois, c'est-à-dire, comme on a le même métier, Ouais, en fait, on utilise les mêmes ouais. outils. Et donc, on peut, si tu veux, t'as toute une partie du contexte qui est déjà partagé. Et donc, ça permet d'aller plus vite, en fait, Mm. dans du contenu un petit peu plus poussé, quoi. Tu dirais qu'il y a des inconvénients, par contre, à travailler avec cette population-là? Euh, on pourrait dire la grande exigence peut être vue comme un inconvénient parce Mhm. que bah, du coup c'est plus coûteux d'arriver à construire un produit qui génère de l'adoption. Et je dirais quand même aussi le premier point, cette nature multifonctionnelle.
Franchement, parfois, je me dis pourquoi est-ce que j'ai pas choisi un persona, tu sais, bien, bien clair, bien Ouais. vertical, avec un produit avec un time to value très très court. C'est voilà, la collaboration, c'est pas facile, la flexibilité, c'est pas facile. Donc on se facilite pas la tâche Mm. en créant un logiciel pour product. Justement, sur cette manière de faire du produit, tu vois, on a évoqué plusieurs aspects là qui sont un peu spécifiques à la cible, quoique je pense qu'on peut retrouver aussi pas mal, tu vois, ailleurs, mais vous avez essayé un peu chez Cycle et je trouvais ça hyper intéressant et je voulais qu'on en parle, tu vois, aujourd'hui, vous avez essayé un peu de théoriser ça, entre guillemets, et d'écrire un manifeste sur ce qui est pour vous la bonne manière, tu vois, de faire du produit aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être expliquer pourquoi déjà c'était important pour vous de mettre ça un peu noir sur blanc, les grands principes qui guident la manière dont vous faites du produit et ce qui devrait, d'après vous, guider les autres, et nous expliquer quels sont un peu les grands. Il y en a combien des principes un peu dans ce manifeste Donc il y a 15 il y a 15 principes. peut-être Euh, détailler ceux qui sont pour toi ouais, les plus forts, tu vois, vraiment euh, fondamentaux, quoi. ouais, avec plaisir. On s'est éclaté sur cette initiative. En fait, un petit peu de contexte d'abord. En gros, tu as dû voir passer ces derniers mois, il y a eu beaucoup de discussions ou de débats sur le futur du product management. Donc, tu as d'abord Ouais. Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, qui à une conférence a dit que la fonction produit, qu'il avait supprimé la fonction product management chez Airbnb. Tu avais une audience de designers qui se sont mis à applaudir. C'est pas du tout Euh, excellent. Ouais, c'est ça, donc c'est bizarre. Bon, après, en fait, tu te rends compte que ce qu'il a fait, c'est pas supprimer la fonction product management, c'est plus Il qu'ils s'est l'ont un peu repris mélangé. d'ailleurs tout de suite, hein, il a tout de suite voulu préciser ce Ouais, qu'il entendait par là. il a précisé, ouais, il était surpris, je pense, des applaudissements. Ah, non, Mais c'est pas ce que je voulais dire. Ouais. c'est ça. Mais donc, voilà, il a expliqué que c'était en fait plutôt le mélanger avec le product marketing. Mais ça a créé pas mal de débats. Et puis, il y a eu un autre post de Ryan Singer de Basecamp qui a aussi dit que, en fait, selon lui, la fonction produit serait amenée à être engloutie par la fonction engineering. Et que pourquoi? Ben parce que les PM n'apprennent pas à coder alors que les devs apprennent le product management. Ça a aussi fait pas mal de bruit. Et donc nous, ça nous a fait réfléchir, comme notre audience, l'acheteur de notre logiciel, c'est le PM, c'est les head of product. On s'est beaucoup posé là-dessus et en fait, on a voulu apporter notre perspective. Et nous, ce qu'on pense, c'est que la fonction produit, elle est pas vouée à disparaître. Je pense qu'elle va continuer à se solidifier et qu'elle est cruciale. Mais on est d'accord sur le fait que il y a peut-être un petit peu trop de bullshit aujourd'hui dans toutes ces théories qu'on peut voir sur le product management. Et on a identifié un problème comme étant potentiellement central, c'est le mot management en fait. Parce que quand tu es PM, en fait, tu manages personne. Tu manages pas les designers, tu manages pas les devs. Et donc ce mot, il crée de la confusion. Ça fait que certains PM se pensent être les managers des designers et des devs et du coup ne gèrent pas le produit de la bonne manière et créent des tensions. Et en fait, on s'est dit, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus aussi de PM qui enlevaient le mot manager de leur rôle sur LinkedIn. Tu vois, ils disaient product at Scrib, product at Mhm. Airbnb. Et on s'est dit, est-ce que c'est pas un signe et en fait, en parallèle de ça, j'ai lu un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle The Founders sur l'histoire de PayPal. Et à un moment, ils expliquent qu'en fait, déjà à l'époque, chez PayPal, ils ont supprimé le mot manager des PM et ils les ont appelés les producers. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le sens, en fait, en tant que PM, t'es pas là pour manager, t'es là Mhm. pour créer, tu vois, c'est make things happen. Ouais, on Et voit donc, en fait, beaucoup de product builder aussi, par exemple, quoi, ouais, dans ce product builder, on ouais. entend le mot maker aussi de plus en Ouais. plus. Mhm. Et en fait, on s'est dit, mais, tiens, si on supprime le mot management du product management, est-ce que ça peut pas contribuer à rendre le produit plus inclusif? Est-ce que ça peut pas aider à une meilleure collaboration avec les designers et les devs, une meilleure perspective, tu vois? Enfin, le fait que les designers applaudissent quand on leur dit qu'on supprime les PM, ça en dit long sur le fait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, on s'est essayé, voilà, dériver 15 principes. Et en fait, l'idée, si tu veux, c'est donc, tu as eu le manifeste de l'Agile il y a 20 ans qui est sorti en 2001 et qui a fait un super boulot pour évangéliser le fait de shipper de façon plus itérative.
Là où avant, les équipes bossaient plus en waterfall, des très longs cycles Ouais. de développement. Euh, et ça a fait un taf extraordinaire. Ça a vraiment fait évoluer la fonction produit. Mais c'est insuffisant en fait. C'est insuffisant parce que dans l'agile, en fait, la notion de customer n'existait pas. La notion .com n'existe pas. En fait, c'est très orienté delivery. Et bah, ça fait 5-10 ans que la discovery devient de plus en plus populaire et que ça n'a jamais vraiment été théorisé dans un manifeste. Et on s'est dit, bah, en fait, est-ce Mm. que c'est pas le moment de créer un nouveau manifeste produit qui est un manifeste en fait qui prend en compte la discovery tout autant que la delivery, quoi. Et donc on a shippé ce manifeste. Je pourrais t'envoyer le poster si tu veux. On l'a Carrément. shippé en format poster. On a pas mal de clients tu sais, qui commencent à l'afficher dans leur bureau pour se rappeler de temps à autre l'un de l'autre principe. Carrément, hyper bien. Du coup, quand tu prends en compte ces principes qui, j'imagine, vous guident, tu vois, avant de guider les autres équipes, j'imagine que c'est déjà un peu votre guide chez vous. Quand tu prends aussi en compte, comme on disait, un peu les particularités, tu vois, du fait de construire un produit pour d'abord, tu disais que c'était Bayer, d'abord pour les équipes product, est-ce que tu pourrais peut-être me parler d'un projet en particulier, tu vois, pour illustrer ça, un projet que vous avez mené et qui montrerait vraiment bien cette particularité et la manière dont vous vivez ces principes, tu vois, que vous avez dictés chez vous. Est-ce qu'il y aurait un exemple que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Je pense un des principes qui résonne pas mal avec notre audience, c'est share releases, not plans. Et donc en fait, on est très orienté. En fait, ok, c'est bien de faire des grands plannings, de partager des roadmaps, mais au final, qu'est-ce que tu ships? Quelle est la Donc, ça, valeur c'est que un tu des ships? principes du manifeste. C'est un des principes du manifeste. Ok. Et en fait, ben, je suis chaud de t'illustrer peut-être comment nous on applique ce principe nous-mêmes chez Cycle en utilisant Cycle. Et Vas-y. ça va me permettre aussi de t'illustrer un autre point qu'on a discuté, mais sur cet aspect multifonction. Ben en fait, les releases, c'est une problématique très product marketing en fait. Et si tu veux, naturellement, nos utilisateurs, qui étaient à la base plus des PM, ont commencé à inviter des product marketing dans Cycle pour écrire les releases, et ça a étendu en fait notre Ok, spectre de use case. Et ben, si ça te va, je peux te partager mon écran et te montrer un petit carrément. peu à quoi ça ressemble. Ben, écoute, bienvenue dans Cycle. Déjà, le petit truc marrant, c'est que on a une instance qu'on appelle dogfood.cycle.app où on fait de la delivery continue dessus. Donc, on teste toutes les nouvelles fonctionnalités en avant-première. Et ici, si tu veux, en fait, c'est notre outil de release note où tu vois ben, qu'on a toute une série de releases. Ici, c'est la release du 14 septembre. On avait la release du 31 août, etc., etc. Et en fait, ben, nous, on utilise Cycle pour documenter nos release notes. Donc, tu vois, ici, si j'ouvre, attends, je vais te prendre celui-ci, voilà, qui a du bon contenu. Tu vois, si j'ouvre cette feature Improved Search, donc tu vois qu'on a ici dans Cycle documenté toute la feature avec des chouettes visuels. Et en fait, si tu veux, c'est en utilisant cette fonctionnalité qu'on génère ce qu'on appelle des changelogs. Et là, ben, tu vois que c'est notre changelog public créé avec Cycle qui nous permet, en fait, qui reprend toutes les release notes, release date par release date, voilà, dans un visuel assez sympa avec un petit Powered by Cycle tout en Ok. bas. Et on a de plus en plus de clients qui utilisent Cycle pour faire ça. En fait, ce qui est intéressant au niveau philosophie, c'est que si j'ouvre la spec liée Peut-être à... est-ce qu'on pourrait Ouais, effectivement, pour comprendre, genre, partir un peu du point de départ, tu vois, c'est-à-dire que vous, en tant qu'équipe produit, vous recevez peut-être des feedbacks, tu vois, et ouais, puis vous observez aussi ce comportement de vos utilisateurs qui invitent des product marketing, tu vois, dans Cycle. Vous les voyez en fait utiliser le produit d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut revenir un peu de ce ouais. point de départ et voir comment un feedback, tu vois, évolue, c'est quoi le chemin d'un feedback en fait dans la plateforme jusqu'à la release de cette feature justement de Ouais. changelog, quoi. Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, ici, tu vois, si tu veux, ça, c'est une feature qui a été priorisée parce que on a reçu toute une série de feedbacks de différents clients. Tu vois, ici à droite, tu as des verbatim. Ici, c'est un feedback reçu dans Slack. Ça, ce sont des feedbacks qui ont été directement rentrés dans Cycle. Et donc, on a toute une série de verbatim de clients qui nous parlent d'améliorations nécessaires sur la fonctionnalité de recherche.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ici, tu vois qu'on a la spec, en fait, hein, tu vois les spécifications techniques avec des bouts de code, des liens vers les issues GitHub, on a un embed du Figma, un brief design, etc. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que de plus en plus, les équipes naturellement ajoutaient une section en haut, release note, et elles commençaient en fait par écrire la release note en partant des verbatim avant d'écrire la spec, en fait. Et ça, en fait, on a trop kiffé ça comme un outil de design. En fait, on s'est dit, mais ouais, c'est ouf d'écrire la release note avant de shipper la feature. Parce que, en fait, on part des verbatim utilisateurs, on est conscient du problème qu'on veut résoudre, on écrit une belle release note, et puis ça nous guide dans l'implémentation technique. Et donc nous, on a commencé à le faire nous aussi, et finalement, en fait, on a décidé d'en faire une feature métier. Donc avec ce concept de release note disponible en fait sur chaque feature ou bug ou story sur lesquels les équipes produits bossent dans Cycle. Et en fait cette section, c'est typiquement le product marketing qui la remplit. Et donc de plus en plus, on a les product marketing qui sont arrivés dans Cycle pour regarder les verbatim utilisateurs, préparer la release note en amont en fait du kick-off de la delivery du sujet en question, quoi, tu vois. Ok, et c'est quoi un peu après le chemin de réflexion pour vous? Parce que tu vois, tu pourrais dire, bon, en fait, mon produit permet déjà de faire ça. C'est-à-dire qu'un product marketing, il peut déjà venir dans Cycle, il peut déjà lire les feedbacks, il peut déjà lui écrire son paragraphe qui va donner un titre, tu vois, release note. À quel moment vous vous dites, et est-ce que c'est lié du coup justement à ces principes un peu dont tu me parlais, et tu vois, et est-ce que c'est aussi lié à cette cible-là? À quel moment vous vous dites, bah en fait, ça vaut le coup d'en faire une feature dédiée? Et cette feature, c'est pas seulement j'ai un type de paragraphe spécifique, tu vois, où tu me montrais en haut du document, il y a une section release note, mais en plus, on va en faire une version publique, tu vois, c'est quoi un peu Ouais. la réflexion autour de ça? Comment vous êtes venu à faire tout ça en fait? Ouais. Mais du coup, quand on a vu tous ces product marketing commencer à utiliser Cycle avec des usages intéressants qui nous ont inspirés à tel point qu'on a commencé à faire comme eux, tu te doutes qu'on a commencé à faire de la user research avec ces personas-là, et on a essayé de comprendre en fait ce qu'ils essayaient de réaliser et quelles étaient leurs frictions aujourd'hui dans ce qu'ils essayaient de réaliser. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que en fait, le Cycle était le meilleur endroit pour eux pour écrire les release notes parce qu'ils pouvaient le faire dans le contexte des verbatim utilisateurs. Et donc, ça leur permet de mettre une petite code sympa et de faire des meilleures release notes. Par contre, après, le process était vraiment il y avait beaucoup de friction dans ce qui suivait. Donc, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites après avoir écrit les release notes dans Cycle? Et là, ils nous expliquent, écoute, on va ouvrir Intercom, on va copier-coller tous les bouts de release note dans un message qu'on va customiser. Ensuite, on a un changelog custom dans lequel on va faire un autre copy-paste. Et puis, on va exporter la liste de toutes les personnes qui ont demandé la feature et on va aller les contacter manuellement. Et on s'est dit, mais en fait, on est au cœur de ce qu'on devrait faire. Toute cette communication autour de ce qui a été shippé, c'est Cycle qui devrait le permettre. On devrait réduire toutes ces frictions. Et en fait, ça nous a amené à ce concept d'en faire une feature métier, donc avec vraiment, tu vois, des release dates. Tu peux dire, tiens, on va shipper une release le 16, c'est le thème, c'est le dark mode. Et puis vraiment aller commencer à rédiger en fait tes releases. Et derrière, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite toute la communication. C'est-à-dire que tu écris tes release notes une fois dans Cycle et ensuite tu les publies donc dans ton changelog, donc public. Via Intercom, tu peux envoyer ton message de release note, mais aussi en fait ce fameux concept de feedback loop. En un clic, tu peux revenir vers toutes les personnes qui t'ont donné un feedback en lien avec cette feature et leur partager la release note. Parce que c'est ça en fait l'insight. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que qu'est-ce qui a fait qu'on a été tiré sur ce use case? C'est que les équipes ont commencé à utiliser Cycle pour closer la boucle à chaque release. Du coup, elles ont impliqué le product marketing. Et qu'est-ce qu'on a envie de partager à quelqu'un à qui on close la boucle quand on a shippé quelque chose de nouveau? En fait, c'est une release note. Et donc, c'est ça qui nous a amené à réaliser que la feedback loop, c'est un canal de communication parmi d'autres. Oui. Et pour bien la faire, on a besoin de cette release note. Et donc, en fait, il y a cette opportunité pour nous de devenir l'outil de release, quoi. Ok, je comprends, hyper cool. Est-ce que, quand je t'écoute dire ça, il y a une question qui me vient, c'est
la difficulté à un moment donné à mettre une limite. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux presque indéfiniment continuer à tirer la ficelle. Tu vois, par exemple, tu disais, bah, tiens, on va envoyer une partie de ces infos dans Intercom parce que du coup, ça va permettre, tu vois, de recontacter certains users. Voilà. En fait, tu pourrais te dire, bah, je veux même me passer d'Intercom et l'internaliser complètement dans Cycle, tu vois. À quel moment, vu que tu as cette diversité d'utilisateurs potentiels, cette flexibilité nécessaire qui fait que tu vas couvrir tout un tas de use cases, à quel moment tu te dis, ça, c'est pas mon job. Ça va rester le job d'un autre outil. Tu vois, où est-ce que tu mets la limite, Ouais, toi, pour toi, chez ouais. Cycle? Écoute, c'est vraiment une bonne question et difficile parce que on a une vision long terme qui est hyper ambitieuse. Hein, tu vois, c'est Mm. vraiment, nous on pense que qu'on peut co-créer le futur du product management et donc devenir le next Atlassian sur Mm. des problématiques à la fois de delivery et discovery. Et on a fait des erreurs à cause de ça par le passé. Ça veut dire, je t'en parlais, tu vois, d'avancer de façon trop horizontale vers la vision. Ouais. Et donc, tu vois, au début de Cycle, on a shippé beaucoup de features de delivery pour les devs, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, mais on n'est pas différenciant dans la delivery. Et si tu veux, là, on est dans une phase de la boîte où on sent que ce qui nous différencie, c'est le cycle de vie du feedback. Et Ok. donc, pour nous, il y a vraiment 4 parties et on se doit d'exceller dans chacune de ces 4 parties. Mais c'est la capture du feedback, c'est l'extraction d'insights dans ce feedback, c'est la planification qui en découle, donc les roadmaps qu'on peut créer sur base Ok. du feedback, et du coup c'est les releases en fait. Et on revient sur le manifeste, c'est qu'en fait les releases sont encore plus importantes que les roadmaps Mm. parce que c'est par les releases qu'on crée la confiance. En fait, la roadmap pour nous ne crée pas la confiance, c'est la Mm. release qui la crée. Et du C'est coup soit tu fais une c'est promesse ou tu tiens la promesse, quoi. ouais voilà Mm. exactement. Et nous Mm. on est d'avis que tu crées beaucoup plus de confiance en Ouais. montrant que tu as tenu la promesse. Ouais, bien Et sûr. donc, dans le contexte de ce framework-là, en fait, c'était assez naturel que sur l'aspect release, qui couvre la feedback loop, c'était important qu'on aille au bout de la proposition de valeur, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil spécifique pour les gens qui démarraient, là c'est la rentrée, tu vois, on enregistre ça 11 Ouais. septembre, les gens commencent peut-être un nouveau boulot, tu vois, en cette rentrée. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui vont commencer à travailler sur un produit pour les équipes produits, tu vois? Est-ce qu'il y a un Ouais. truc un peu spécifique à garder en tête dans ce contexte-là, d'après toi? Ben, je dirais 3 points qui rejoignent certains sujets qu'on a abordés plus tôt. Un, rappelle-toi que le product management, c'est un métier transversal. Et donc, les PM, ils vont en général, ils seront très sensibles aux besoins des autres fonctions. Et donc, Euh, n'oublie jamais ça. Deux, euh, rappelle-toi que l'ère du MVP est finie et que du coup, dans le doute, euh, ne réduis pas la qualité, réduis le Hmm. scope. Ça, c'est quelque chose, Hmm. enfin, c'est un des principes aussi du manifeste, mais que je martèle toujours à l'équipe. Dans le doute, réduis le scope, pas la qualité. On a trop vite tendance à dire, pour aller plus vite, on va réduire la qualité. Ouais. Ça marche pas, encore moins si tu fais un logiciel pour des products. Euh, Et en fait, mais du coup, c'est peut-être un troisième point valable pour tous les logiciels, mais plus particulièrement encore pour quand tu fais un logiciel pour les products. Bah, c'est comme tu dois bien prioriser et réduire le scope, c'est pose-toi la question de. Euh, en fait, un conseil que j'ai envie de donner, c'est ship les différenciateurs avant les table stakes. On a tendance trop souvent à shipper, enfin à voir les outils concurrents, toutes les fonctionnalités qu'ils ont et à Hmm. se lancer dans l'exercice de shipper un maximum de table stakes. Je pense que c'est toujours mieux de commencer par ce qui est différenciant dans ton produit et puis laisser les utilisateurs t'aider à prioriser les table Ouais. stakes par Hmm. la suite. En fait, c'est quelque chose que tu as envie d'entendre. Tu as envie d'avoir un utilisateur qui te dit j'adore, c'est différenciant, Hmm. mais ce serait quand même chouette que tu shippes un Hmm. search ou Hmm. ce serait quand même chouette que tu sois SOC 2. Ouais. Et le conseil que j'ai envie de te donner, c'est ship les différenciateurs et puis va chercher ces objections sur Hmm. les table stakes. Ça t'aidera à les prioriser dans le bon ordre parce que c'est infini les table stakes. Ouais, c'est intéressant, on en parlait avec Antoine Guénard qui est CPO chez Ouais. Batch dans le deuxième épisode de Product Backstage. Et en fait, il expliquait que on a beaucoup parlé dans l'interview d'un projet stratégique qui a changé l'organisation complète de son équipe produit. Et en fait, ce projet stratégique, c'était
Batch, ils sont spécialisés historiquement sur la gestion des push notifications dans les apps mobiles. Et donc, ils ont un système de CRM pour dire à qui j'envoie quel notif. Et le projet stratégique, c'était je veux ajouter un canal email, tu vois, en plus de la notif mobile, quoi. Et en fait, il dit, bah voilà, la manière dont on a pris ce projet en main, c'est qu'effectivement, on a regardé tout l'usage des emails, tu vois, chez nos clients, et on a cherché ce qui était mal couvert. Donc, du coup, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire l'élément différenciant. Et en fait, il s'est rendu compte, et il en parle très bien dans l'interview, que tout ce qui était, tu vois, email un peu événementiel, du type abandon de panier, etc., c'était hyper bien couvert chez tous les petits e-commerçants qui sont sur Shopify, etc. Mais tous les gros e-commerçants, qui sont d'ailleurs les clients batch sur la partie mobile, étaient très mal équipés là-dessus. Hyper bien équipés sur de l'email marketing, newsletter, etc. Tu vois, mais par contre, sur l'email, tu vois, transactionnel du type tu as abandonné ton panier, reviens, coupon de réduction, etc. Hyper mal équipé. Et donc, eux, ils ont choisi de se focus là-dessus parce qu'ils avaient la donnée dont ils avaient besoin, c'était mal couvert par le marché, donc ça permettait de rentrer chez les clients et puis petit à petit d'aller grignoter sur le reste de l'emailing, tu vois, et donc ça correspond un peu à ce que tu exactement dis. ça. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense une autre manière de le dire, c'est commence petit, quoi. Enfin, trouve le segment pour lequel il y a un besoin qui est tellement grand que ils vont accepter d'utiliser ton produit malgré le fait qu'il manque toute une série de features que les alternatives vont avoir. C'est une autre phrase que je martèle toujours à l'équipe, c'est less but better. Cool. Dans le doute, toujours chuter-moi. Bon, bah, en tout cas, merci pour tous ces conseils et puis bah, voilà pour cette discussion autour du produit pour les équipes produits. C'est hyper intéressant. Merci à toi, On devrait c'était monter hyper une cool. communauté, tu vois, des gens qui font du produit pour les produits. Ouais, pour se soutenir aussi. Pour essayer de C'est sûr. toujours maintenir ce cap de l'exigence et de la qualité. Est-ce que justement, il y a quelqu'un qui peut-être pourrait faire partie de cette communauté ou en tout cas que je devrais rencontrer moi pour un prochain épisode de Product Backstage, quelqu'un qui fait du produit et qui a des choses intéressantes à raconter et que tu aimerais écouter dans un prochain épisode? Bah, il y a deux personnes qui me viennent en tête. C'est Enzo de June, la première. Bah, aussi un product pour product. Et il a des insights vraiment intéressants, notamment sur le product management en pré-product market fit. Mhm. Il écrit un bouquin d'ailleurs sur cette problématique. Mais donc ouais, je dirais Enzo, il est top. Faut que vous parliez. Et peut-être une deuxième personne serait Christophe Pasquier de Slight, Ouais. qui est aussi franchement un des meilleurs products que je connaisse, quoi. Enfin, très très subtil dans son approche du produit Mhm. et je pense que tu aurais une super discussion avec lui. Il y a beaucoup de choses à raconter aussi autour de l'usage de l'IA dans les products. Un sujet passionnant Ouais, aussi. c'est ouf ce qu'ils ont fait, franchement. Mhm. Donc c'est pas il y a aussi des histoires sur comment tu fais quand ton concurrent c'est Notion. Euh, c'est pas le Ouais. meilleur concurrent que tu as envie Ouais. d'avoir, mais sur le coup, en effet, au niveau de Mhm. l'IA, ce qu'ils ont fait avec leur Slide Ask, c'est vraiment intéressant. Ils ont pris Notion à contre-pied, là Mhm. où Notion, ils se sont concentrés uniquement sur les fonctionnalités de d'IA générative, de comment produire du contenu plus facilement. Le fait que Slide il se soit plutôt intéressé à la problématique du search et comment tu retrouves l'information dans ton workspace, comment Mhm. tu organises ton workspace, c'est fascinant. Je pense que ça peut faire Ça, tout un épisode. ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est comment est-ce que tu trouves l'élément différenciant d'abord, et puis après Ouais. tu travailleras sur le reste, mais comment tu te différencies, Ouais. surtout quand tu es dans un environnement concurrentiel très fourni, comme c'est le cas pour eux, pour toi, pour nous. C'est vrai que c'est souvent une boussole importante. Ouais. J'ai une dernière petite quote pour toi. L'équipe Cycle rigole toujours que mes quotes viennent toujours en anglais. Mais celle-là, je la martèle aussi. Souvent, c'est different is better than better. Mhm. Et donc, ça sert à rien d'essayer de concurrencer tes concurrents là où ils sont bons. C'est vraiment, en fait, fait quelque chose de différent. Et c'est peut-être le dernier conseil. Je pense qu'il y a trop de products qui tombent dans le piège de regarder ce que les concurrents ship et puis d'essayer de faire la même chose. En fait, ouais, fais quelque chose de différent. Cool. Bah, vraiment beaucoup de conseils hyper utiles dans cet épisode, donc un grand merci Mehdi. Et puis Merci du à coup, on toi. va sur cycle.app, c'est ça, si on veut tester Ouais, votre approche, votre outil et vos éléments différenciants. exactement. Cycle.app. Et vous pouvez trouver aussi le manifesto là-bas dont on a parlé. Cycle.app/manifesto. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez le poster. On en a imprimé pas mal et ça a inspiré beaucoup d'équipes. Cool, trop bien. Et ben, un grand merci à toi et puis à très bientôt Mehdi. Merci Simon, à plus.